Bonsoir. Avant de commencer, on va prendre un tout petit moment, rien que pour vous et votre respiration. Installez-vous comme il faut, sur le dos de préférence, les bras un peu écartés du corps, les mains ouvertes, paumes vers le plafond. Laissez la couverture faire tout le travail du poids. C'est elle qui vous tient, vous n'avez plus rien à tenir. Fermez les yeux, si ce n'est pas déjà fait. Et on va respirer ensemble, lentement, 4 fois, pas plus. Inspirez par le nez, doucement, comptez jusqu'à 4 dans votre tête, 1, 2, 3, 4. Retenez un court instant, sans forcer, et soufflez par la bouche, très lentement, comme si vous souffliez sur une bougie très loin, si loin que la flamme ne devrait presque pas bouger, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois. Inspirez, l'air entre par le nez, frais, il descend jusque dans le ventre, qui se soulève à peine, 1, 2, 3, 4. Et on relâche, longuement, par la bouche, les épaules qui descendent un peu plus dans le matelas à chaque expiration, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une troisième fois, sans rien changer, vous n'avez rien à réussir, il n'y a pas de bonne façon de faire ceci. Juste l'air qui va, et qui vient, et vous qui le laissez faire. Inspirez, et soufflez, et sentez, à chaque souffle qui sort, une petite partie de la journée qui s'en va avec lui, comme une poussière qu'on chasse doucement du plat à la main. Une dernière fois, la quatrième, la plus lente de toutes. Inspirez tout doucement, et laissez le souffle ressortir de lui-même, sans même le pousser, comme une vague qui se retire de la plage sans qu'on lui demande rien. Voilà. Votre respiration a trouvé son rythme de nuit. Vous n'avez plus besoin d'y penser. Elle continuera seule, en dessous de tout ce que je vais vous raconter, comme un petit moteur tranquille qui ne s'arrête jamais. Ce soir, on ne va nulle part de précis, ou plutôt si, on va traverser. Une nuit entière, sur l'eau, sur un vieux ferry qui fait la liaison entre deux rives que je ne nommerai pas, pour que ce soit un peu les vôtres. Il n'y aura pas d'histoire, à proprement parler, pas de rebondissement, pas d'arrivée non plus, puisque nous ne verrons jamais l'autre côté. Le bateau part, la nuit avance, et à un moment, tout simplement, vous ne serez plus là pour la suite. C'est exactement le but. Installez-vous, on embarque. Le port, d'abord, tel qu'on le découvre depuis le pont supérieur, 1 heure avant le départ. Il fait déjà nuit, cette nuit épaisse et orange des zones portuaires, trouée par les grands projecteurs des grues, qui déplacent leurs conteneurs avec une lenteur d'insectes patients. L'air sent le sel, le gazole tiède, et quelque chose de sucré qui vient peut-être d'un entrepôt de fruits, sur le quai voisin. Une odeur qui ne devrait pas aller ensemble, et qui pourtant compose, pour qui embarque de nuit, un parfum bien à elle, celui du départ. On a montré son billet à l'entrée d'une passerelle métallique qui résonne sous les pas, chacun avec un bruit différent selon sa démarche, un bruit sourd, un bruit sec, un petit bruit de roulette de valise qui s'arrête, hésite, puis reprend. La passerelle a un léger mouvement, presque imperceptible, qui rappelle déjà, avant même l'appareillage, qu'on quitte la terre ferme pour un temps. On s'y habitue en 3 pas. Le corps sait faire ça très vite, retrouver son équilibre sur une surface qui n'est plus tout à fait fixe, sans même y penser, comme il sait faire tant de choses qu'on ne lui demande jamais de justifier. À bord, un steward en gilet bleu marine coche les noms sur une tablette, avec un stylet, sans lever beaucoup les yeux, mais en souriant quand même, de ce sourire un peu fatigué et un peu sincère des gens qui travaillent la nuit depuis longtemps. Il indique un couloir, à droite, pour les cabines du pont 3. Le couloir est étroit, moquette bleue élimée par endroits, petite applique murale qui diffuse une lumière chaude, presque ambrée, exactement la lumière qu'il faut pour ne réveiller personne et pour ne pas s'y cogner non plus. La cabine, la vôtre, ce soir, est petite, comme il se doit. Une couchette simple contre la paroi, avec un drap tendu au carré, façon marine, et une couverture en laine bleu marine, elle aussi, pliée en 3 au pied du lit. Un hublot rond, juste à la hauteur de l'oreiller, qui pour l'instant ne montre que le quai, ses lumières oranges, et une mouette immobile sur un bolard, indifférente à tout ce mouvement humain qui s'agite sous elle. Une petite lampe de chevet à liseré de cuivre. Un verre, retourné sur une carafe d'eau, qui tremble très légèrement chaque fois que quelqu'un passe dans le couloir. Vous posez votre sac.
Vous vous asseyez sur la couchette, qui a ce léger rebond des matelas marins, ni trop mou ni trop ferme, conçu pour amortir sans jamais vraiment plier. Par le hublot, on entend, très étouffé, les annonces du quai et une voix métallique qui égrène des numéros de véhicules, quelque part sous vos pieds, dans les entrailles du bateau où les voitures s'installent une à une, dans un ordre que seul le chef de pont connaît vraiment, un ordre pensé pour l'équilibre du navire autant que pour la logique du débarquement, à l'autre bout de la nuit. Avant de vous installer tout à fait, vous ressortez faire un tour, comme font beaucoup de passagers ce premier quart d'heure, par curiosité plus que par besoin. La boutique Hortax, au pont 2, baisse déjà son rideau métallique. On aperçoit, entre les lattes, des rangées de bouteilles bien alignées, des boîtes de chocolat empilées en pyramide, et une vendeuse qui compte sa caisse avec une lampe de poche coincée entre l'épaule et l'oreille, geste mécanique d'une fin de service 1000 fois répétée. Plus loin, la salle de jeu pour enfants est déjà vide et éteinte, les petites voitures à pièces immobiles, tournées vers une vitre noire, et les casiers de jouets fermés par un simple loquet, dans un silence qui n'appartient qu'aux endroits conçus pour le bruit et qui, la nuit, s'en trouve presque intimidé. Un peu plus loin encore, une petite bibliothèque de bord, 3 étagères basses vissées à la paroi pour résister au roulis, propose des livres de poche dépareillés, cornés, prêtés et rendus par des générations de passagers qui n'ont jamais eu le temps de les finir avant l'arrivée. Des romans policiers aux couvertures passées, un guide de randonnée pour une région que le bateau ne dessert même pas, un dictionnaire des rêves à la reliure fatiguée. On peut en emprunter un sans rien signer, sur la seule promesse tacite qu'un autre passager, une autre nuit, y trouvera peut-être ce qu'on y a laissé. Un signet, un ticket de caisse, ou simplement la trace d'une lecture interrompue par le sommeil, ce qui, sur ce bateau, arrive à peu près à tout le monde, tôt ou tard. Non loin de là, une porte discrète marquée infirmerie laisse filtrer un rail de lumière blanche, plus froide que le reste du bateau. L'infirmier de nuit, seul responsable médical à bord jusqu'au matin, range des compresses dans un tiroir avec l'application tranquille de quelqu'un qui espère surtout ne pas avoir à s'en servir. Il a, sur son bureau, un carnet où sont consignés, nuit après nuit, des mots bien plus tranquilles que ce qu'on imagine. Un peu de mal de mer, une ampoule, un comprimé oublié à la maison. Rien de grave n'arrive jamais vraiment, la nuit, sur ce genre de bateau. C'est un peu ce que ce carnet raconte, page après page, sans le dire vraiment, que les nuits, en général, se passent bien. Un peu plus loin sur le quai, avant même l'embarquement, une file de véhicules patiente dans un ordre déjà établi par des agents en gilets fluorescents, qui font glisser, d'un geste ample de la lampe torche, les voitures vers telle ou telle file selon leur hauteur, leur longueur, la présence ou non d'une remorque. C'est une chorégraphie silencieuse, répétée chaque soir, où personne n'élève jamais la voix, où chaque conducteur avance de quelques mètres, s'arrête, avance encore, dans une lenteur qui n'agace personne, puisque de toute façon, ce soir, personne n'est pressé d'arriver. On est déjà exactement là où l'on doit être, c'est-à-dire en train d'attendre, patiemment, que la nuit commence pour de bon. On sent, avant de l'entendre vraiment, une vibration qui change. Les moteurs, jusque-là au ralenti, prennent un souffle plus profond, plus régulier. Ce n'est pas un bruit fort, c'est plutôt une présence, une basse continue qui s'installe sous tout le reste, sous les voix, sous les pas dans le couloir, sous vos propres pensées, et qui va rester là, constante, pendant toute la nuit, comme un cœur qui bat pour tout le bateau à la fois. On l'oublie en 10 minutes. On ne l'entend plus. Mais elle continue de battre, en dessous, exactement comme votre respiration continue en dessous de cette histoire. Le bateau ne part pas d'un coup. Il se détache, très lentement, du quai, avec cette hésitation particulière des très grosses choses. 1 mètre, une pause, encore 1 mètre. Par le hublot, les lumières du port commencent à glisser, imperceptiblement d'abord, puis un peu plus vite, la mouette sur son bollard qui rétrécit, le quai entier qui devient une ligne de lumière orange posée sur le noir, comme un collier qu'on aurait laissé tomber. On ne sent presque rien du mouvement lui-même. On voit seulement que la terre s'éloigne, ce qui est une façon très douce de partir, sans secousse, sans décision brutale, juste une distance qui grandit toute seule, minute après minute. Montons un peu, si vous voulez, avant de nous installer tout à fait. Le pont supérieur, à cette heure, est presque vide. Quelques silhouettes accoudées au bastingage, un couple qui ne parle pas,
Un homme seul qui fume une cigarette dont le bout rougeoyant est la seule vraie couleur chaude de tout le paysage. Le vent, ici, est franc, un peu salé, un peu froid, exactement ce qu'il faut pour donner envie, très vite, de redescendre vers la chaleur. Derrière le bateau, un sillage blanc, phosphorescent par endroits, se déploie en éventail et se referme lentement, comme si la mer, patiente, effaçait au fur et à mesure la trace de notre passage, pour que la nuit reste intacte. Devant, il n'y a rien à voir, l'obscurité, plate, sans relief, jusqu'à une ligne d'horizon qu'on devine plus qu'on ne la voit, un peu moins noire que le ciel, un peu plus noire que rien. C'est peut-être la chose la plus reposante d'une traversée de nuit. Il n'y a aucun paysage à admirer, aucune photo à prendre, aucune performance à accomplir avec ses yeux. Il n'y a que de l'obscurité, devant, et le mouvement continu du bateau qui s'y enfonce sans hâte, comme on entre dans le sommeil lui-même, sans savoir exactement ce qu'il y a de l'autre côté, et sans que cela pose problème. Redescendance. Sur le pont 4, il y a un salon commun, moquette bleue encore, fauteuil en sky élimé au bras mais confortable sur l'assise, lumière tamisée par des abat-jours en tissu épais. Quelques passagers y dorment déjà, affalés chacun à sa manière. Une femme en boule sous un plaid emprunté à l'équipage, un vieil homme la tête renversée en arrière, bouche entr'ouverte, un routier en veste matelassé les pieds posés sur son sac, casquette rabattue sur les yeux. Personne ne parle. Un téléviseur, dans un coin, diffuse sans le son des images de météo marine, cartes et flèches, que plus personne ne regarde depuis longtemps. Avant le salon, on a traversé la salle à manger, déjà fermée pour le service mais pas encore éteinte tout à fait. Les nappes en papier ont été retirées, les chaises redressées et alignées avec un soin presque militaire, table après table, et un dernier serveur repasse une serpillière large et lente sur le linoléum, dans un mouvement en 8 qui n'oublie aucun recoin. L'odeur qui flotte encore dans l'air est un mélange de soupe de légumes et de café refroidi, une odeur de fin de service qui n'a rien de désagréable. Elle raconte simplement qu'ici, quelques heures plus tôt, des dizaines de gens ont mangé, ensemble, avant de se disperser vers leur cabine, leur fauteuil, leur coin de pont, chacun vers sa propre façon de passer la nuit. Une hôtesse passe, avec un petit chariot qui grince légèrement à chaque roue avant, proposant du thé, du chocolat chaud, des biscuits secs dans un emballage qui craque doucement quand on l'ouvre. Le thé, sur ce bateau, a un goût particulier, un peu fade, un peu métallique, le thé de toutes les nuits en mer, depuis toujours, celui qu'on ne boit jamais ailleurs et qui pourtant a un goût de souvenir de la première gorgée. On le tient à 2 mains, on sent la chaleur traverser le gobelet en carton, remonter dans les paumes, et de là, on ne sait par quel chemin, jusque dans la poitrine tout entière. Dans le couloir menant au pont supérieur, une armoire vitrée expose, bien rangée, les gilets de sauvetage orange, sanglés les uns aux autres, sous une affiche illustrée montrant, en 4 dessins numérotés, la façon de les enfiler correctement. Le 4e dessin, depuis des années, précise qu'il ne faut surtout pas gonfler le gilet avant d'être sorti de la cabine, faute de quoi on se retrouve, selon les mots exacts de la notice, bloqué dans l'embrasure comme un bouchon de liège dans un goulot trop étroit, une phrase que plusieurs générations de matelots ont manifestement pris un plaisir discret à rédiger ainsi, et qui fait sourire, chaque fois, les rares passagers qui prennent le temps de la lire vraiment, avant de poursuivre leur chemin vers un sommeil qu'aucun gilet, cette nuit, n'aura de raison d'interrompre. Un peu plus loin, une porte simplement marquée équipage laisse échapper un rire étouffé et le claquement mat de cartes qu'on abat sur une table en formica. 3 matelots hors car jouent à la belote, dans une pièce exiguë tapissée de photos jaunies de traversées passées, un cendrier plein malgré l'interdiction officielle de fumer, une cafetière italienne qui chauffe sur une plaque électrique. Ce sont les mêmes 3 hommes, ou presque, qui jouent ainsi depuis des années, à heure fixe, avec les mêmes plaisanteries reprises presque mot pour mot d'une nuit à l'autre, dans ce genre de rituel qui n'a plus besoin d'être drôle pour continuer de faire du bien. Il suffit qu'ils reviennent, comme revient le quart, comme revient la traversée, comme revient, chaque nuit à la même heure, ce petit rire étouffé derrière une porte close. Redescendons encore, si vous voulez, vers l'endroit le plus étrange du bateau, la salle des machines, qu'on ne visite jamais, mais qu'on peut imaginer, puisque c'est elle, tout en bas, qui fait vivre tout le reste. Un mécanicien de quart, casque anti-bruit autour du cou plus que sur les oreilles, fait sa ronde entre les cylindres immenses, vérifiant une pression ici, une température là,
dans un vacarme si constant qu'il en devient, pour lui, un silence à sa façon. Le silence de ce qui ne s'arrête jamais et qu'on ne remarque donc plus. C'est un métier de nuit parmi d'autres, un de ces métiers qu'on exerce pendant que les autres dorment, pour que les autres puissent justement dormir, en confiance, sans y penser. Sur la passerelle, tout en haut, à l'opposé exact de la salle des machines, l'officier de quart surveille les écrans radars, où le bateau lui-même n'est qu'un point vert fixe, entouré d'un cercle de balayage qui tourne, patient, révélant de temps en temps un autre point, plus loin, un autre navire, un autre insomniaque de la mer, croisant sa route sans jamais la couper vraiment. Il y a, sur cette passerelle, une discipline du silence et de la voix basse qui ressemble beaucoup, si l'on y songe, à celle d'une chambre où l'on veille sur quelqu'un qui dort. On parle peu, on parle bas, on fait les gestes nécessaires et rien de plus. Le second officier, à ses côtés, tient le registre de quart, un grand cahier relié où l'on note, chaque heure pile, la position, le cap, la vitesse, la météo, dans une écriture serrée et régulière, presque calligraphiée par habitude. Toutes les heures, il actionne la radio pour un bref échange avec la station côtière la plus proche, quelques mots de procédure, un accusé de réception, rien de plus, une conversation si routinière qu'elle en devient elle-même une sorte de berceuse administrative. Un rituel qui rassure simplement parce qu'il se répète, identique, nuit après nuit, dans une langue faite presque uniquement de chiffres et de codes que personne d'autre à bord ne comprend, et que personne n'a besoin de comprendre. Pour bien dormir. Vers le milieu de la nuit, un léger crachin vient marquer les vitres de la passerelle, sans que cela change quoi que ce soit à l'allure du bateau ni à l'humeur de l'équipage. Une pluie fine, presque tiède, le genre de pluie qui n'inquiète jamais personne en mer, et qui se contente de rendre les lumières du tableau de bord un peu plus floues, un peu plus douces, comme vues à travers un mouchoir. Les essuie-glaces de la passerelle, énormes comparés à ceux d'une voiture, balaient lentement la vitre, dans un mouvement large et régulier, sans jamais se presser. Comme tout le reste, cette nuit, semble avoir choisi de ne pas se presser. Retournons à votre cabine, à présent, puisque le moment est venu de s'y allonger pour de bon. Vous refermez le rideau du hublot, un tissu bleu marine doublé, épais, qui ne laisse filtrer qu'un mince trait de nuit sur le mur. Vous éteignez la lumière principale, ne gardant que la petite lampe de chevet, celle aux liserés de cuivre, dont la lumière orangée dessine un cercle doux sur l'oreiller. Vous vous glissez sous le drap tendu, puis sous la couverture bleu marine, qui a ce poids particulier des couvertures de bateau, un peu plus lourde que nécessaire, comme si on avait voulu, dès la conception, qu'elle vous tienne un peu plus fermement contre le roulis. Le roulis, justement, parlons-en, puisqu'il est notre compagnon pour toute la nuit. Ce n'est pas un mouvement brusque, c'est une oscillation très ample et très lente, plusieurs secondes pour aller d'un côté, plusieurs secondes pour revenir, comme si le bateau tout entier respirait avec vous, à son propre rythme, plus lent que le vôtre, mais dans le même esprit. On se surprend, au bout d'un moment, à caler sa propre respiration sur ce mouvement-là, sans le vouloir, inspirer quand le bateau penche d'un côté, souffler quand il revient. Le corps trouve toujours, si on le laisse faire, un rythme commun avec ce qui l'entoure. Le hublot, malgré le rideau tiré, laisse deviner un battement de lumière, très faible, très régulier. C'est le phare du cap que l'on double, quelque part au loin, qui balaie l'horizon toutes les 8 secondes, et dont l'éclat, même filtré par le rideau épais, même affaibli par la distance, vient encore caresser le mur de la cabine, comme une respiration lumineuse ajoutée à toutes les autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la lueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la lueur encore. On pourrait compter ainsi jusqu'au matin, et beaucoup, sur ce bateau, ce soir, le font sans le savoir, sans même s'en rendre compte, simplement parce que le corps aime les choses qui reviennent. Dans le couloir, de temps en temps, un pas discret, une porte de cabine qui se ferme avec ce petit clic pneumatique propre aux portes de bateau, conçu pour ne jamais claquer. Quelqu'un qui rentre des toilettes, quelqu'un qui va chercher une couverture supplémentaire au coffre du couloir. Ce ne sont jamais des bruits qui inquiètent, ce sont les bruits d'une communauté entière de gens qui, comme vous, cette nuit, ont choisi de traverser en dormant, et qui prennent soin, chacun à sa façon, de ne pas déranger le sommeil des autres, une politesse tacite, universelle, de tous les couloirs de nuit du monde. Il y a, tout au fond du bateau,
un endroit que peu de passagers connaissent. Le pont voiture, plongé dans le noir presque total, où des dizaines de véhicules attendent, alignés, phares éteints, moteurs froids, dans un silence total à peine troublé par le grondement sur des machines qu'on devine à travers les cloisons. Ce sont des voitures qui, elles aussi, en un sens, dorment. Elles font la traversée sans savoir qu'elles la font, immobiles, patientes, et qui se réveilleront à l'autre bout de la nuit avec, allumé sur leur pare-brise, un peu de sel séché, seule preuve tangible que la mer aura été traversée pendant qu'elle ne regardait pas. Près de l'accueil, une petite fenêtre grillagée porte l'inscription objet trouvé, et derrière elle, le commissaire de bord c'est son vrai titre. Mais tout le monde l'appelle simplement le Purcé tient à jour, dans une boîte à chaussures reconvertie, un inventaire modeste et un peu attendrissant. Une paire de lunettes de soleil oubliées, un doudou en forme de lapin dont on imagine sans peine le chagrin qu'il a dû causer à son propriétaire, un parapluie, 2 gants dépareillés qui ne viennent peut-être même pas de la même paire de mains. Chaque objet attend là, patiemment, qu'on revienne le chercher, ou qu'on ne revienne jamais, auquel cas il rejoindra, au bout de quelques mois, un autre tiroir, plus grand, quelque part à terre, où s'accumulent les petites pertes de toutes les traversées de l'année. Le chef mécanicien, dans la salle des machines, referme à présent son propre registre, celui qu'il tient depuis 22 ans sur ce bateau et sur celui d'avant, et où chaque ligne ressemble à la précédente. Pression stable, température stable, rien à signaler. Il a, dit-on, un rituel bien à lui pour chaque traversée. Poser la main, un bref instant, sur le carter du moteur bâbord, comme on pose la main sur l'épaule d'un vieux collègue, avant de remonter prendre l'air sur une coursive extérieure réservée à l'équipage, où il fume une cigarette en silence, les yeux sur une mer qu'il ne regarde presque jamais vraiment, tant il la connaît déjà par cœur, dans le noir, rien qu'au bruit qu'elle fait contre la coque. Elle n'a pas de programme, elle n'attend rien de particulier. Elle est simplement là, immense, noire, tiède en surface et froide en profondeur, occupée depuis toujours à ce qu'elle fait le mieux, qui est de bouger sans but, de monter et descendre sans qu'on lui demande jamais pourquoi. Le bateau la traverse, ce soir, comme une aiguille traverse un tissu bien plus grand qu'elle, laissant derrière lui un fil de sillage qui se referme presque aussitôt, comme si la mer, discrète, ne voulait garder aucune trace visible de votre passage, seulement le souvenir, quelque part, dans une mémoire que personne ne sait lire. Un peu plus tard dans la nuit, on ne sait plus très bien à quelle heure, et c'est très bien ainsi, il arrive qu'on croise un banc de dauphins, invisible dans le noir mais parfois trahi par un souffle bref à la surface, un petit pêche-à-chacheté qu'on croit avoir imaginé, puis un deuxième, plus loin, qui confirme le premier. Ils suivent le bateau un moment, par jeu ou par habitude, glissant sous l'étrave dans une phosphorescence bleutée à peine visible, avant de bifurquer, sans prévenir, vers une autre nuit, une autre route, qui n'est pas la nôtre. On ne les voit presque pas. On les devine. C'est suffisant. Le steward de nuit, celui qui a coché votre nom à l'embarquement, fait sa dernière ronde des couloirs, vérifiant que les issues sont dégagées, que les extincteurs sont à leur place, que rien ne dépasse dans les coursives. Il connaît ce bateau par cœur, chaque grincement, chaque porte un peu récalcitrante, chaque endroit où la moquette commence à s'user. Il pourrait faire cette ronde les yeux fermés, et certaines nuits, avoue-t-il parfois un collègue, il a l'impression de la faire effectivement les yeux mi-clos, guidé uniquement par l'habitude et par le léger roulis qui lui indique, sans qu'il ait besoin de regarder, où se trouve chaque paroi. Dans la cuisine du bord, éteinte pour la nuit sauf une veilleuse au-dessus du passe-plat, le cuisinier de nuit prépare déjà, en silence, les plateaux du petit déjeuner qui seront servis dans quelques heures. Petit pain individuel sous cellophane, portions de beurre carré, confiture en dosette, tout aligné avec un soin presque affectueux sur des chariots métalliques qu'on roulera au matin dans les couloirs, réveillant les passagers d'une odeur de café avant même le son d'aucune annonce. Il travaille dans une lumière économe, presque une pénombre, par respect autant pour son propre repos visuel que pour celui, invisible mais présent, de tous ceux qui dorment au-dessus de sa tête. Tout en bas, dans la buanderie du bord, une pièce chaude et humide où ronronnent 2 grosses machines à laver, une lingère plie des draps encore tièdes, avec des gestes amples et précis. Un pli, un autre pli, un carré parfait posé sur la pile suivante. C'est elle qui a préparé, plus tôt dans la soirée, le drap tendu au carré de votre couchette, exactement comme des centaines d'autres avant lui, avec ce même soin discret que personne ne remarque jamais,
mais que tout le monde ressent, sans le savoir, chaque fois qu'on se glisse sous des draps bien faits. Sur le pont voiture, si l'on y redescendait maintenant, on distinguerait, entre les berlines et les fourgons, une bicyclette sagement arrimée contre une cloison, sa coche encore chargée, appartenant sans doute à quelqu'un qui préfère le vent du grand air à celui, plus tiède, des salons intérieurs. Plus loin, un camping-car aux rideaux tirés laisse deviner, derrière le pare-brise, une petite veilleuse allumée. Ses occupants, eux aussi, ont choisi de dormir cette nuit, mais chez eux, dans leur propre lit posé sur roue, bercés par le même roulis que vous, au même instant, à quelques mètres à peine. Le Moonrise, un peu plus tard, personne ne le voit vraiment, sinon l'officier de quart, et peut-être, un passager insomniaque appuyé au bastingage du pont supérieur. Une lune presque pleine qui se hisse lentement au-dessus de la ligne d'horizon, d'abord orangée et lourde, puis, à mesure qu'elle s'élève, de plus en plus pâle, de plus en plus légère, jusqu'à devenir cette lune blanche et nette qui trace, sur l'eau noire, un chemin argenté, étroit d'abord, puis de plus en plus large, comme une route tracée rien que pour le bateau, et qui se déplace avec lui, toujours à la même distance, jamais tout à fait atteignable. Vers le changement de quart, aux alentours de minuit, un rituel discret se déroule sur la passerelle. L'officier qui termine son service transmet à celui qui le relève quelques mots à voix basse, le cap, la vitesse, un navire croisé plus tôt, rien d'autre, puis les deux hommes se serrent la main, brièvement, sans cérémonie, avant que le premier ne descende se coucher et que le second ne prenne sa place devant les écrans, comme s'il n'y avait jamais eu d'interruption. C'est un passage de relais qui se fait exactement de la même façon depuis que ce bateau navigue, un geste transmis d'officier en officier, de génération en génération, aussi fiable que le battement du phare au loin. Quelqu'un veille toujours, même quand celui qui veillait change, même quand vous, en bas, dans votre cabine, ne le savez pas et n'avez pas besoin de le savoir. Le steward de nuit repasse, une dernière fois avant sa propre pause, avec une pile de couvertures supplémentaires pliées sur l'avant-bras, pour les quelques passagers du salon qui commencent à frissonner sous la climatisation un peu trop généreuse. Il pose une couverture sur les épaules de la femme endormie sous son plaid emprunté, sans la réveiller, avec ce geste précis des gens habitués à bord d'heures sans bruit, puis il continue sa ronde, vers le routier à la casquette rabattue, vers le vieil homme la tête renversée, distribuant sa chaleur en silence comme on distribue, patiemment, une dernière ration de calme avant que la nuit ne s'installe tout à fait sur le bateau entier. Vous, dans votre cabine, vous sentez maintenant le sommeil qui commence à tirer doucement sur les paupières, comme une marée qui monte sans bruit. La petite lampe de chevet, aux liserés de cuivre, jette toujours son cercle rangé sur l'oreiller, mais vos yeux ont de plus en plus de mal à rester ouverts pour le regarder. Le battement du phare, au loin, continue son décompte discret contre le rideau du hublot. Le moteur, en dessous, continue sa basse continue, fidèle, increvable. Le roulis vous berce, allez, retour, avec cette patience des choses qui savent qu'elles ont toute la nuit devant elles. C'est là, à ce moment précis, entre veille et sommeil, qu'on fait souvent, sans le vouloir, une drôle d'expérience. On croit repartir. On croit reprendre la traversée depuis le début, comme si le bateau, la nuit, la mer, tout recommençait, un peu plus doucement, un peu plus loin, un peu plus flou. Ce n'est pas vraiment un souvenir, ni tout à fait un rêve, c'est une seconde traversée, plus légère que la première, qui se superpose à elle sans la remplacer, comme un second calque posé sur le premier dessin, dont les traits, cette fois, ne cherchent plus à être exacts. Dans cette seconde traversée, le port n'est plus tout à fait le même port. Les grues sont un peu plus hautes, un peu plus lentes, les projecteurs un peu plus orange, comme repeints avec une couleur qui n'existe que dans le souvenir. La passerelle résonne encore sous les pas, mais plus doucement, comme amortie par du coton. Le steward, en gilet bleu, coche encore des noms sur sa tablette, mais son sourire, cette fois, dure plus longtemps, et sa voix, quand il indique le couloir du pont 3, semble venir de très loin, un peu étirée, un peu enveloppante, comme une phrase qu'on entend juste avant de s'endormir tout à fait pour de bon. Le couloir, dans cette seconde traversée, n'a plus de fin précise. On avance, la moquette bleue absorbant chaque pas, les appliques murales défilant l'une après l'autre avec leur lumière ambrée, et on n'arrive jamais vraiment à la cabine. Ou alors on y arrive tout de suite, sans se souvenir du trajet. Les deux versions sont vraies en même temps, et c'est très bien ainsi, car dans une seconde traversée,
le temps ne compte plus les distances de la même façon. Le hublot, la couchette, la couverture bleu marine, tout est là, tout est pareil, et pourtant tout un peu plus doux, comme si la première traversée avait servi à user les angles pour que la seconde n'en ait plus aucun. Le moteur, dans cette seconde traversée, ne se fait presque plus entendre. Il est devenu un souvenir de battement, quelque chose qu'on sait présent sans avoir besoin de le vérifier. Exactement comme on sait, sans y penser, que son propre cœur continue de battre pendant qu'on dort. Le roulis, lui, persiste, patient, aller, retour, mais il s'est ralenti encore. Ou peut-être est-ce vous qui vous êtes ralenti pour vous accorder à lui, on ne sait plus très bien qui, du bateau ou de vous, berce l'autre, à ce stade, et la question elle-même n'a plus grande importance. Sur le pont supérieur de cette seconde traversée, si vous y montez encore une fois, dans cet entre-deux où tout est permis, il n'y a plus personne au bastingage, juste le vent, plus tiède que la première fois, et le sillage blanc qui se déploie et se referme encore et encore, avec la régularité rassurante d'un geste qu'on refait pour la 100e fois sans jamais s'enlacer. L'obscurité devant le bateau n'est plus tout à fait noire. Elle a pris une teinte violette, très douce, celle des ciels qui ne savent plus très bien s'ils sont encore nuit ou déjà autre chose, un entre-deux sans nom, réservé aux traversées comme celle-ci. Le phare, au loin, continue son battement, mais on ne le compte plus sur 8 secondes. On le laisse simplement clignoter, quelque part derrière les paupières, sans obligation de rythme, une lumière amie qui n'a plus besoin d'être surveillée pour continuer d'exister. Les dauphins, si on les a croisés une première fois, reviennent peut-être, dans cette seconde traversée, plus proches, plus visibles, une phosphorescence bleue qui trace des arcs silencieux sous une eau devenue, elle aussi, plus douce, plus tiède, plus proche d'un souvenir de mer que d'une mer véritable. Le salon commun, dans cette seconde traversée, n'a plus de fauteuil compté ni de dormeur identifiable. Ce n'est plus qu'une chaleur diffuse, une lumière d'abat-jour qui n'éclaire plus rien de précis, un chariot à roulettes dont on entend encore, tout à fait au loin, le petit grincement, sans plus savoir s'il avance ou s'il est déjà reparti depuis longtemps. Le thé, si on le tenait encore entre les mains, n'a plus besoin d'être bu, sa chaleur seule suffit, comme un souvenir de chaleur qui continuerait de réchauffer les paumes bien après que le gobelet a disparu. La bibliothèque de bord, elle aussi, revient un instant, dans cette seconde traversée, mais les livres n'ont plus de titres lisibles. Ce sont juste des dos colorés, alignés, qui n'attendent plus d'être choisis ni même finis, simplement là, comme une promesse tranquille que d'autres nuits, d'autres traversées, continueront d'exister quelque part, qu'on soit éveillé pour les vivre ou non. Et l'infirmier de nuit, s'il repasse dans ce second souvenir, ne range plus rien. Il est simplement assis, les mains posées sur son carnet fermé, satisfait, comme chaque nuit, que rien de grave ne soit arrivé. Le changement de quart, dans cette seconde traversée, ne se termine jamais tout à fait. Les deux officiers restent là, en un seul geste étiré, la main encore à demi tendue, les quelques mots à voix basse encore suspendus entre eux, sans urgence de les finir. Et le steward, sa pile de couverture sur l'avant-bras, continue sa ronde sans fin, posant et reposant la même couverture sur la même épaule endormie, dans un geste qui n'a plus besoin d'aboutir pour être achevé, puisque dans une seconde traversée, chaque geste commencé est déjà, en un sens, un geste accompli. Le second officier, sur la passerelle de cette seconde traversée, referme son grand cahier sans finir sa phrase, et cela n'a aucune importance. Les chiffres de la position, du cap, de la vitesse, se sont eux aussi assoupis, comme s'ils savaient qu'on n'aurait plus besoin d'eux avant longtemps. La pluie fine sur les vitres s'est changée, sans qu'on remarque le moment précis du changement, en une brume tiède et immobile, qui n'a plus besoin d'essuie-glace pour qu'on continue d'avancer à travers elle, sans effort, sans bruit, sans destination qu'on ait envie de nommer. La salle à manger, elle non plus, ne referme plus vraiment ses portes dans cette seconde traversée. Elle reste entr'ouverte sur une odeur de soupe et de café qui n'appartient plus à aucune heure précise, et le dernier serveur, sa serpillière à la main, semble avoir toujours été là, et n'avoir jamais tout à fait fini son geste en 8, sans que cela le dérange, sans que cela dérange personne. Le pur-C, dans sa boîte à chaussures d'objets trouvés, range et range encore la même paire de lunettes de soleil, le même doudou lapin, dans une boucle si douce qu'elle ne ressemble plus à une répétition, mais à un geste unique étiré sur toute la largeur de la nuit. Et c'est très bien de ne plus très bien savoir, à présent, si vous êtes encore dans la première traversée, ou déjà dans la seconde,
ou dans un endroit entre les deux où les deux se mélangent sans se contredire. C'est exactement ce vers quoi cette histoire vous menait depuis le début, non pas vers une arrivée, puisqu'il n'y en aura pas ce soir, mais vers ce point flottant où le voyage continue tout seul, sans qu'on ait plus besoin de le suivre, sans qu'on ait plus besoin de rien faire du tout, sinon respirer, doucement, au rythme du bateau, ou au rythme de votre propre sommeil, ce qui, à cette heure, est devenu exactement la même chose. L'armoire au gilet orange, elle aussi, revient un instant dans cette seconde traversée, mais l'affiche à 4 dessins ne raconte plus rien d'inquiétant. Elle est devenue une image fixe, presque une carte postale, un souvenir de sourire plus qu'une consigne. Et derrière la porte marquée équipage, le claquement des cartes sur le formica s'est fait plus espacé, plus lointain, comme un jeu qui continuerait sans plus avoir besoin d'être gagné par personne, juste le plaisir de l'habitude, étiré jusqu'au matin, ou jusqu'à un matin qui n'a plus vraiment besoin d'arriver pour que la partie ait eu tout son sens. Quelque part, très loin devant, il y a une autre rive, avec un autre port, d'autres grues, d'autres lumières oranges. Elle existe, elle attend patiemment son tour, comme attend le matin, comme attend le plateau de petit déjeuner déjà préparé dans la cuisine silencieuse. Mais elle n'est pas pour cette histoire. Cette histoire s'arrête ici, au milieu de l'eau, au milieu de la nuit, au milieu de vous, pendant que le bateau continue sa route sans avoir besoin de témoins, comme il a fait la nuit dernière, et comme il le fera encore, patiemment, toutes les nuits suivantes. Le moteur bat, en dessous, fidèle. Le roulis berce, aller, retour, oscillant qu'un souffle qu'on ne compte plus. Le phare, au loin, clignote pour personne et pour vous à la fois. Dormez, maintenant, la traversée continue toute seule, elle n'a plus besoin de vous pour avancer. Vous pouvez la laisser filer sans vous, comme on laisse filer un fleuve qu'on regardait depuis un pont, et dont on finit par oublier, doucement, qu'on le regardait encore. Et avant de fermer tout à fait les yeux, si vous aimez ces histoires du soir, pensez à vous abonner, tout doucement, sans vous relever. C'est le meilleur moyen de retrouver la prochaine histoire, très bientôt. Merci d'être là, et dormez bien.